Bienvenue à cette nouvelle édition des rencontres du réseau AMP Innovation sur la plateforme Waller. On est très heureux de votre présence. Cette édition est consacrée à l'employabilité des musiciens et des informaticiens. Alors effectivement, comme on dit, on peut penser qu'ils appartiennent à deux planètes professionnelles différentes. On a vu qu'il y a, et on va voir qu'il n'en est pas vraiment ainsi pour de multiples raisons qui tiennent par exemple à ce qu'en fait il y a une seule et même planète sur laquelle on vit tous. Alors pour aborder tout d'abord la problématique de l'emploi des informaticiens, où la question numéro 1 c'est comment recruter, étant donné qu'il y a nettement plus d'offres d'emploi que de demandes d'emploi qualifiées en tout cas dans ce domaine. Je vous propose d'entendre tout d'abord Florence Petit qui va se présenter, voilà, si tu veux bien venir. Florence Petit est donc de formation. Bonjour. Voilà, au CESI, donc un groupe de formation illustre sur toute la France. Tout à fait. Oui, CESI c'est un groupe de formation. On propose des formations du Bac plus 2 au Bac plus 5 en alternance. On est aussi une école d'ingénieurs, notamment sur une spécialité informatique. Et on propose aussi des formations pour les salariés, donc sur la formation continue. Voilà, et sur Aix-en-Provence, donc vous êtes présent en fait quasiment sur toutes ces strates, oui. Dans une implantation sur le site de l'Europôle méditerranéen de l'environnement à l'Arbois. Exactement, tout à fait. Un site dans lequel on est plutôt bien installé, au milieu de la Pinède effectivement, et des pans d'ailleurs. Bien que encore un peu à l'étroit. J'avoue qu'on essaierait de pouvoir s'agrandir un petit peu parce que c'est bon signe. C'est bon signe, hein. Il y a de la demande notamment sur les métiers informatiques. Donc voilà, ça nécessite effectivement de s'agrandir. Voilà. Donc l'image qu'on a, c'est qu'il n'y a pas assez d'ingénieurs informaticiens d'une part, et puis de programmeurs surtout. C'est une première réalité. Une deuxième réalité, c'est que pourtant, c'est pas une formation, un métier, une profession extraordinairement attractive, semble-t-il. Tout à fait. Peut-être que l'image du codeur, derrière son écran toute la journée à taper effectivement du code est pas très sexy pour les étudiants, les lycéens, en tout cas les collégiens qui seraient intéressés par ces métiers-là aujourd'hui. Et ça l'est encore moins pour les filles, et c'est dramatique d'ailleurs, parce qu'il y a un vrai besoin de féminisation de ces métiers-là. Et il y a des articles qui sont sortis récemment d'ailleurs, qui disent qu'on l'a bien cherché, effectivement, puisque les femmes ont été un petit peu éloignées du domaine informatique, alors qu'elles étaient très bonnes dans les années 60 et 70. Ah oui, donc on a plutôt une régression qu'autre chose en fait. C'est en train de se corriger, mais effectivement on a eu un creux de vague en tout cas au niveau des filles. Il y a un gros travail qui se fait avec beaucoup d'associations, notamment pour féminiser ces métiers-là. Il y a une grosse demande au niveau des entreprises aussi. Donc le CESI, c'est une formation qualifiée commission d'éthique de l'ingénieur. Alors, on a plusieurs typologies de formation. On a effectivement une école d'ingénieur. On démarre à post-bac avec un cycle préparatoire jusqu'au titre d'ingénieur en 5 ans. On a une spécialité informatique, mais pas que. Mais on a aussi notamment une spécialité informatique. Et puis aussi, on propose des cursus en alternance qui, eux, ne délivrent pas de titre d'ingénieur, mais qui délivrent des diplômes professionnels. Voilà. On dit enregistré au RNCP. Et là, par contre, on a des strates. Post-bac, on va jusqu'au bac plus 2, puis du bac plus 2 au bac plus 4, et éventuellement du bac plus 4 au bac plus 5 pour ceux qui le souhaitent. Et donc, on a plusieurs filières. Une filière plutôt orientée système et réseau, architecture, système, etc. Et une filière orientée plutôt programmation, développement, effectivement. Voilà, RNCP, le registre national des certifications professionnelles, qui est en réalité, donc déjà comme son nom l'indique, un registre national, tout à fait. Mais dont les critères sont extrêmement rigoureux, notamment je crois au niveau de l'employabilité précisément. Exactement, pour pouvoir délivrer ces diplômes, nous devons fournir la preuve en fait au RNCP que les étudiants qui passent par chez nous, donc les alternants, les apprentis, sont bien dans un emploi qui, correspond à la formation qu'ils ont suivie à la sortie de la formation et qui en plus sont en emploi. Voilà. Sont en emploi, voilà. Tout à fait. Donc, et ça c'est vérifié, je pense que c'est 3 ans après, il faut que 80% d'une promotion, 3 ans après, soit dans ce critère-là. Tout à fait. Conserver tout à fait.
Nous, on a de la chance, on est plutôt très bien placé par rapport à ça, puisqu'on est plutôt aux alentours des 95% à 6 mois. À 6 mois après les formations. Alors, des petites distinctions après en fonction des filières. Effectivement, les métiers du développement sont très recherchés. Et puis, on est aussi évalué sur la rémunération des alternants qui rentrent en emploi à la sortie de leur formation. Et on est sur des rémunérations aujourd'hui qui, en tout cas sur les Bac plus 5 en alternance, peuvent dépasser celles des ingénieurs, des jeunes ingénieurs qui sortent de l'école. Ah oui. Voilà, donc c'est une prime au fond à l'alternance et au parcours. Peut-être qu'il y a un peu cette idée de reconnaître l'expérience donnée par l'alternance, effectivement, en entreprise. Et au niveau de la rémunération, typiquement, un alternant Bac plus 5 qui démarre... Un alternant Bac plus 5, alors ça ce sont les chiffres du CESI, donc sur nos enquêtes annuelles. À 6 mois sur le Bac plus 5, c'est une enquête nationale, je précise, on est aux alentours de 39 500 € brut annuels. Voilà. Et c'est, quand on préparait l'interview, 3 000 € au-dessus du chiffre de l'année précédente. C'est ça, exactement. Il y a une augmentation qui s'est vue très nettement là. C'est quand même 8% d'une année sur l'autre, sur des niveaux déjà quand même considérables. Alors c'est à pondérer, parce qu'on sait qu'il y a des écarts de rémunération entre Paris et la province, évidemment. Voilà, tout ça est à pondérer sur des chiffres nationaux, mais on est sur des niveaux de rémunération qui sont plutôt élevés. Alors est-ce que ces chiffres-là, ça peut inciter, contribuer à féminiser la profession? Alors oui et non. Oui, parce que la rémunération c'est toujours attractif, évidemment quand on rentre dans l'emploi, mais c'est pas forcément ce que les jeunes regardent prioritairement. Ils regardent les conditions d'employabilité, ils regardent l'attrait pour le métier, l'organisation de l'entreprise. On dit souvent, oui, il faut un baby food pour attirer les jeunes, etc. C'est pas le cas des filles, déjà. Donc il faut trouver autre chose. Par contre, il y a un vrai besoin des salariés de se reconnaître dans les valeurs de l'entreprise. Donc c'est ça aussi qui peut faire la différence, c'est pas seulement la rémunération. Oui, la dernière rencontre, c'était précisément sur la thématique du sens dans l'entreprise, et on voit bien, on en parlait encore cet après-midi, que les questions de quel est le pourquoi je travaille, qu'est-ce que je fais de ma vie professionnelle, devient de plus en plus présent. Tout à fait. Donc effectivement, mais en même temps, l'informatique, la programmation, même si ça peut être un côté qui restera toujours un peu austère peut-être, ça permet aussi de faire avancer les choses sur un grand nombre de domaines. On est en pleine transformation numérique dans les métiers, transformation digitale, effectivement. C'est de plus en plus présent et dans tous les métiers aujourd'hui. Si je veux candidater, je suis un peu plus jeune par exemple. Et si je suis il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, il n'y a plus d'âge sur l'alternance. Quel est le processus pour s'intéresser au parcours du CESI? Alors, venir nous rencontrer. On est là tout le temps, tous les jours. Donc il ne faut pas hésiter. On a aussi des journées portes ouvertes. Il y en a une par exemple le 23 mars prochain sur le centre d'Aix-en-Provence. Et puis il faut poser des questions surtout sur justement quels sont les métiers, comment faire pour y arriver. On a l'occasion dans des journées portes ouvertes de rencontrer aussi des étudiants qui ont vécu ce parcours-là, qui n'étaient pas forcément partis pour le numérique, qui peuvent expliquer pourquoi ils se sont orientés vers le numérique, qu'est-ce qu'ils trouvent effectivement dans ces formations-là, que ce soit l'alternance ou les formations d'ingénieurs. Et on a aussi des témoignages d'anciens, puisque on a des anciens qui viennent souvent nous voir pour des témoignages, voire même qui finissent par eux-mêmes intervenir dans nos formations et transmettre leur savoir, effectivement, après quelques années. Bon, ça montre qu'ils ont gardé un bon souvenir de leur alma mater. Next on the line, c'est Gérard Murati. Gérard Murati donc, a la responsabilité et le privilège aussi, pour nous, en tout cas nous on a le privilège de l'avoir comme présidente de la commission emploi-formation de l'association Made in Soft qui a longtemps présidé, à l'émergence, à la naissance de la French Tech Aix-Marseille et qui a élargi désormais ses activités à l'ensemble du secteur, promotion du secteur numérique sur la région sud et même un peu plus largement. Alors, la commission emploi-formation, elle est née notamment sur ce constat d'une difficulté, d'une tension, le terme technique du Pôle emploi, c'est tension sur les métiers de l'informatique.
Alors, je voudrais juste préciser que moi j'ai 2 handicaps, hein. Je suis ni informaticien ni musicien. Donc il va falloir faire avec ce soir, c'est le thème. Oui, donc la commission emploi formation, elle est née du constat qu'effectivement il y avait une énorme fracture entre les besoins de l'entreprise et puis la capacité du marché à pourvoir en job, en salariés dans les entreprises numériques qui sont en pleine croissance, puisque aujourd'hui on a un taux de croissance de l'ordre de 4 à 9% par an au niveau des entreprises numériques. Et toutes les écoles, y compris le CESI, font leur maximum pour nous fournir des ingénieurs, des techniciens, mais malheureusement il n'y en a pas assez. Donc on a décidé de monter une commission de formation pour essayer de réfléchir, de dialoguer et d'apporter des solutions aux adhérents de Medinsoft, hein, qui est le cluster des entreprises numériques de la région sud. Alors au départ, ça s'adressait essentiellement à des entreprises du numérique, mais aujourd'hui on est en train d'élargir aux entreprises tout court, parce que comme le disait Florence Petit, hein, on est dans la phase de la transition digitale. Transition digitale, ça veut dire que tout le monde fait du numérique. Demain matin, vous ferez du numérique, nos enfants font du numérique, on fait tout du numérique, un peu ou beaucoup dans nos entreprises, et donc aujourd'hui on est tous concernés par ce débat-là. Alors il reste qu'aujourd'hui, les entreprises font face à un constat, quand il y a des marchés, quand on est une société de services informatiques et qu'on a un marché, eh ben, on n'a pas toujours, voire souvent, on n'a pas la ressource nécessaire en face. Donc ce constat, il est fort et il est récurrent, il dure. Il est récurrent à tel point que je discutais avec une ESN. Une ESN, c'est l'entreprise de services numériques. Ce sont des gens qui placent des consultants chez les entreprises finales, on va dire. Elle me confiait que l'an dernier, ils ont recruté 50% de leurs effectifs à l'étranger. Donc c'est vraiment une vraie pénurie. Donc, et ça dure depuis des années et ça ne va pas s'arranger. Donc c'est ce que je disais récemment dans une intervention, hein, c'est que le pire s'annonce, dans le sens où effectivement, comme les entreprises vont vers la transition digitale, elles sont en train de créer de nouveaux postes numériques dans les entreprises. Et donc là où les entreprises numériques consommaient des ingénieurs, demain ce sont les entreprises qui n'étaient pas dans le numérique, qui faisaient de la pièce auto, de la boulangerie industrielle, qui vont elles aussi recruter des informaticiens. Donc oui, ça va se tendre de plus en plus. Alors, on recrute à l'étranger et au niveau national, voire régional, local, ouais. Comment est-ce que le marché s'organise? On a accueilli ici Webforce 3, voilà. Est-ce que ça fait partie des... Bon, on a le CESI en formation plus longue, est-ce que ça suffit? Aujourd'hui, le syndrome des entreprises numériques, c'est qu'elles ont tendance à recruter des Bac plus 5. Un Bac plus 5, 5 ans d'expérience, 20 000 € par an, bon, on ne trouve pas. Surtout 20 000 € par an. Donc le débat, c'est est-ce qu'on peut essayer de recruter à un niveau inférieur? Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de dispositifs, Pôle emploi, les OPCA, la région, l'État financent massivement des opérations pour former des gens qui ont soit un bac ou un bac plus 2 pour venir sur le métier du numérique, soit carrément des gens qui ont quitté l'école en 3e, en 4e, en 5e presque, en essayant de les former à devenir développeurs. Donc oui, ces opérations-là existent, oui, il y a des jeunes qui sortent, mais on a encore une grosse fracture entre ce que peut fournir le marché en termes de ces jeunes qui sont tous pleins d'enthousiasme, qui sont tous à fond dans leur futur métier, mais on a encore un gros frein structurel, intellectuel de ces entreprises qui ne sont pas toutes prêtes encore à recruter ces jeunes. Donc on pense que ça va venir, mais ça va mettre du temps. Alors, est-ce que, je connais un peu la réponse, mais est-ce que la commission emploi formation Medinsoft envisage, réfléchit à des nouvelles stratégies pour, à la base, dès le collège à la limite, ou le lycée, voilà, susciter des vocations Alors effectivement, donc, je dis ça parce qu'il participe à la commission. Donc la commission a créé une sous-commission attractivité des métiers du numérique. Parce qu'on se dit aujourd'hui que pour attirer ces jeunes dans nos filières, il faut aller chercher le plus tôt possible. Alors, le plus tôt possible, ça pourrait être à la maternelle, mais bon, on s'aperçoit que le retour sur investissement sera peut-être un petit peu long. Donc, on a identifié qu'aujourd'hui, le collège et le lycée étaient la meilleure cible en termes de, alors j'aime pas le terme, mais d'évangélisation vers ces métiers-là, de promouvoir la qualité de ces métiers, promouvoir les salaires, promouvoir... Aujourd'hui, il faut savoir que dans la profession, il y a 96% de CDI.
C'est vrai que le taux de féminisation est assez faible, mais il est certainement meilleur que dans la fonderie lourde quand même, hein. Donc ça, vous pouvez venir les filles, hein, dans l'informatique. Donc c'est des métiers qui en plus non seulement consomment du numérique, mais aussi des fonctions support. Nos boîtes, elles font 2000, 10 000, 100 000 personnes. Il n'y a pas que des informaticiens, hein. Il y a aussi des comptables, des assistantes, voilà, les entreprises sont en très forte croissance. Donc quand on dit forte croissance, on va recruter dans le métier, mais aussi on va recruter dans des fonctions support. Donc aujourd'hui, voilà, la sous-commission emploi, formation, attractivité du numérique de Medinsoft a pour vocation d'essayer de monter un programme pour aller chercher dans les collèges et les lycées ces jeunes qui se cherchent un peu, hein. Je discutais avec un parent tout à l'heure qui me disait de toute façon, mon fils ne sait pas ce qu'il va faire, il est en 3e. J'ai l'impression qu'ils savent de moins en moins, les enfants. Bon, moi, à 18 ans, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Hein. Mais donc, même à 14 ans, je ne savais toujours pas. Et donc si on peut leur donner un chemin, une visibilité, une attractivité, on a peut-être une chance qu'ils rejoignent ces métiers qui sont très attrayants. Alors c'est vrai que c'est pas que du jeu vidéo, hein. C'est pas que de la musique numérique, c'est pas que du... Mais malgré tout, pour faire des jeux vidéo, il faut des informaticiens derrière. Et ben voilà, c'est notre métier, c'est d'aller chercher ces jeunes pour les amener vers nous. Alors on va terminer par un aspect pas plus personnel, mais enfin qui est lié, c'est que dans ton entreprise qui est de formation en informatique, tu as des profils au fond très différents, très larges. Et on peut en parler parce que ça a vraiment une valeur pour tout le monde, qui est qu'on amène de la reconversion, parfois sur des profils... Tout à fait, on mène avec donc, le Pôle emploi des opérations où on va prendre des gens qui étaient dans des formations ou des filières très éloignées de l'informatique, hein, souvent des bac plus 5 dans la biologie ou dans la géologie. Alors, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de postes de géologues en France, hein. Donc on prend ces gens-là et on va les former au travers d'opérations justement financées par Pôle emploi pour se former au numérique dans un temps très court, hein, c'est en général 2 mois et demi. Alors bien sûr on n'en fait pas des experts, mais on en fait des gens qui sont tout à fait capables de rentrer en tant que junior dans une entreprise. Et tout à l'heure on parlait de taux de placement, aujourd'hui on a un taux de placement de 80-85% de ces gens-là, parce qu'ils ont une vraie appétence pour ce métier-là. Voilà. La sélection est rigoureuse à l'entrée, on fait une sélection sur la motivation et éventuellement les prérequis qu'on va avoir, mais par contre, une fois qu'ils ont été formés, on voit que vraiment il y a une vraie reconnaissance du marché pour ces gens-là. Et vraiment, on a un beau taux de placement. Alors pour terminer, si tu devais pitcher en 1 minute devant un parterre de jeunes gens, de jeunes filles, sur pourquoi devenir informaticien, qu'est-ce que tu leur dirais C'était un piège, je n'avais pas du tout prévu. Non, mais disons en termes de rémunération, de mobilité aussi. Ouais, je crois que la mobilité est un aspect... Non, d'abord, c'est un métier qui est très ouvert aux femmes, d'accord, parce que les femmes sont rigoureuses, elles sont impliquées. Et je dis ça parce qu'elles sont plus que les garçons, d'expérience. On y gagne très bien sa vie. C'est très ouvert au télétravail. Je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est pour les femmes, hein, c'est de plus en plus, les entreprises numériques s'ouvrent massivement sur le télétravail. Je disais tout à l'heure un tweet là, sur l'entreprise qui mettait en avant qu'elle avait bâti toute sa stratégie de recrutement sur le télétravail dès sa création. Et ça, pour les femmes, je trouve ça génial. Voilà. Donc, jeunes filles et jeunes garçons, rejoignez les rangs des entreprises numériques. Super. Merci infiniment. Merci. Ok, donc on va passer au deuxième volet de cette rencontre sur l'employabilité des musiciens. Alors, il y a toujours un aspect, on avait prévu déjà cette thématique, hein, de l'emploi des informaticiens, et puis un ensemble de circonstances, la rencontre, une conversation avec Marie-Hélène Barrier, l'école des sons à Aix-en-Provence, et puis donc une rencontre ici même, à cet endroit même, avec Elena de Bonny, qui venait, voilà, et avait été invitée par une intervenante à la précédente intervention, a fait qu'on a élargi ça. Et c'était vraiment la coïncidence, mais finalement, en approfondissant, en travaillant plus précisément cette thématique, on s'est aperçu qu'il y avait des choses tout à fait étonnantes. Alors, je vous propose tout d'abord d'écouter Olivier Ronfard, qui est venu d'ailleurs, pour la petite l'anecdote, par l'intermédiaire de Medinsoft, voilà, parce qu'il avait un contact à Medinsoft, et qui a entendu parler de cette réunion et qui a proposé de participer. Donc, Olivier Ronfard, tu es tout d'abord, je crois, un slasher. Alors, qu'est-ce que c'est un slasher?
Un slasher, c'est quelqu'un qui fait plusieurs choses en même temps dans sa vie. Dans sa vie professionnelle Donc, notamment. Voilà. Et donc dans ton cas, alors par exemple, en tant que musicien, on reviendra un peu sur ton parcours après, mais slasher par exemple. Ça donne par exemple, par exemple, ma journée d'hier, j'ai commencé par faire 1h30, 2 heures d'accordéon. Slash, après j'ai fait du trombone. Ça c'est la partie musicien artistique. Slash, après j'avais besoin d'enregistrer des chansons, donc je suis devenu un peu ingénieur du son sur mon ordi, producteur de morceaux parce que je voudrais préparer un dossier là, que je dois présenter. Slash, l'après-midi, il y a un programmateur qui m'a appelé parce que je l'avais démarché pour lui vendre un spectacle et on a calé la date, j'ai négocié, je vais faire le contrat, la feuille de route, la régie. Et Slash, en ce moment, je travaille par exemple pour un ensemble de musique contemporaine dont je fais le management, la production. Là, moi je joue pas de musique contemporaine. Mais ils sont venus me chercher pour que je travaille pour eux, pour développer leur projet. Donc voilà une journée un peu type de ma vie. Donc un musicien qui tourne aujourd'hui, enfin un musicien c'est même un terme un peu presque, je le dis à voix basse, mais c'est presque restrictif. En fait c'est un chef d'entreprise un peu polymorphe quoi, finalement. Quoi. Un peu, ouais. Au sens large, quoi, au minimum on va dire c'est au moins le chef de sa propre entreprise, c'est-à-dire... son image, ses contacts, ses réseaux et aussi son parcours de formation. Parce que moi, depuis 10 ans que je suis intermittent, on m'a jamais dit fais cette formation, fais cette formation. Et en fait, je suis tout le temps en train de me former et c'est grâce à ça que je suis encore là, sinon je serais déjà plus là depuis longtemps. Alors au départ, qu'est-ce qui t'amène à devenir un jour musicien professionnel? Parce qu'au départ, c'est pas ça du tout. C'était pas ça du tout, ouais. C'était déjà commercial. En fait, j'ai fait HEC, voilà, après je me prépare, après j'ai fait HEC, et dès que je suis sorti de prépa, j'ai monté un groupe avec des amis du côté de Cergy-Pontoise. Reprise au début, petit à petit des compos, au bout d'un an, on prend un nom, on se structure un petit peu, on fait de plus en plus de concerts, donc là on est en 2001, 2002. Et parallèlement, une carrière parallèlement, je termine HEC, je bosse 4 ans en entreprise chez Saint-Gobain, je fais du contrôle de gestion. Et puis un jour, on est en 2007, j'ai un entretien d'évaluation, et là le chef me dit « Bon, écoute Olivier, ça se passe super bien, c'est cool, on va te proposer d'avoir un stagiaire avec toi, d'avoir une personne, on va t'augmenter de 15%, et puis dans quelques années, tu vas peut-être aller bosser dans une tour à la Défense et tout. » Moi je lui dis « Écoute, moi je rêve d'avoir un temps partiel pour faire plus de musique. » Et donc ça a été un peu l'entretien de switch, voilà. Alors il a été complètement estomaqué, il est allé voir le N+2 directement, qui était donc le numéro 2, j'étais chez La Paire, qui était une filiale de Saint-Gobain, le numéro 2 de La Paire. Et en fait je suis tombé sur un rêveur, en fait, le numéro 2 de La Paire, qui m'a dit « Mais c'est génial Olivier, mais c'est trop bien, mais oui, le temps partiel, vas-y, fonce. » Donc j'ai fait 1 an encore chez La Paire à temps partiel, et puis en fait j'étais jamais là, j'étais tout le temps en tournée et tout. Donc au bout d'1 an, en 2008, je suis devenu intermittent. D'accord. Voilà. Mais avec tout ce bagage-là que j'avais, de l'entreprise, d'HEC, on avait monté notre société de production entre-temps avec le groupe. On avait déjà fait 2 albums, donc on commençait à se professionnaliser, on avait un diffuseur, on avait tout un environnement qu'on avait trouvé nous-mêmes. Voilà, moi c'est ça que j'ai trouvé intéressant pour faire intervenir ce soir, c'est justement cette double culture qui s'apprend un peu visiblement quand on écoute un musicien sur le... Pas sur, entre guillemets, je ne veux pas dire sur le tas, mais enfin dans la vie réelle, quoi. Mais qui parfois n'arrive pas, et enfin ce qu'on a entendu cet après-midi, une réunion de travail sur cette thématique, hein, de l'employabilité des musiciens, c'est que c'est ce dont les musiciens en fait non seulement rêvent, mais réellement concrètement ont besoin, c'est-à-dire d'un accompagnement sur tous ces métiers. Donc toi, ce qui te concerne, bon, c'est un cas particulier parce que... non, mais pas seulement, parce qu'en fait, il y avait les gens de l'arcade PACA qui étaient là tout à l'heure. Maintenant, depuis 15-20 ans, il y a énormément de formations comme ça, par petits modules, une semaine, 2 semaines, sur les sujets, vendre son spectacle, faire sa com, monter un budget, demander une subvention. Moi, en fait, même si j'ai fait HEC, je suis assez à l'aise avec les chiffres, avec tout ça, j'ai refait toutes ces formations. Depuis 15 ans, j'arrête pas d'apprendre et de me former. Encore tout à l'heure, avec l'arcade, elle me disait tiens, viens faire telle formation, tu peux apprendre des choses. Et en fait, c'est plus ça que m'a appris vraiment l'intermittence. Alors, c'est peut-être évident pour les gens qui ont des boîtes ou les gens qui montent des projets. Mais moi, avant, j'étais en CDI, je réfléchissais pas à ma vie, quoi. C'était tu vas être augmenté, tu vas faire telle formation, tu vas aller là, puis dans 2 ans, tu prendras tel poste. Et l'intermittence, c'est tout le contraire, en fait. Si on s'arrête
de bouger, mais on est mort en 6 mois, c'est fini, c'est au revoir. Voilà. Capitaine de son propre Ouais, c'est ça. bateau, quoi. D'accord. C'est pas toujours facile. Mais... Ouais. Donc musicalement, Olivier Ronfard, c'est ça, je me suis... Le nom? Oui, c'est ça, jusqu'ici tout va bien. Voilà. Ouais. Et donc, sur les noms et prénoms, Ouais, pas de problème. un peu compliqué, mais c'est avec, donc le groupe s'appelle... Alors, Courir les rues, voilà, Courir les rues. Donc, on a fait à peu près 700 concerts, on a fait 6 albums. C'est un groupe qui est basé en région parisienne. Moi, je suis descendu dans la région il y a 6-7 ans. Je continue à les rejoindre un peu partout sur les tournées. Et ce qui est intéressant en ce moment avec ce groupe, c'est que le groupe, dans son format un peu originel, où on avait un projet à 5 musiciens, un projet à 10 musiciens, mais ça c'était la belle époque, et puis faire 70-80 concerts par an, ça c'est un peu fini. Voilà, c'est pris un peu un stop du marché, on va dire, il y a quelques années. Mais on est en train de se renouveler, on a monté un trio, on propose des siestes musicales aussi, on a un spectacle de rue de siestes musicales. Moi je suis en train de monter un solo que je vais développer l'année prochaine, plutôt dans la région d'ailleurs. Et du coup, voilà, on est encore en train de se renouveler. Comme on a une compagnie, on a une licence, on a de l'expérience, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut encore faire ensemble, en sachant que 10 musiciens sur scène, ça passe plus. Bon, on fait d'autres choses. Voilà. Donc c'est un peu cette problématique, en tout cas réalité très générale de l'entreprise en général, tout secteur confondu, qu'en fasse des meubles ou des services informatiques ou des, je ne sais pas, des charrues. On a besoin de se renouveler son produit. À part peut-être les meilleurs musiciens de France, moi j'ai quelques potes, ils jouent 6 jours par semaine, eux, ils n'ont pas de problème, quoi. Ils gèrent juste leur Instagram et c'est bon. Mais moi je suis pas dans ce cas-là, si je fais pas ça. Et en plus moi je veux faire de la création, je veux pas faire juste jouer le répertoire des autres, ça m'intéresse pas. Donc si je m'agite pas, ça marche pas, quoi. Pour terminer, dans un monde parfait... Pitch en 2 minutes? Non. Non, dans un monde... Ah non, ça change, il faut... Non, dans un monde parfait, quel est le service ou la structure ou la plateforme ou ça peut être une start-up, ça peut être etc., qui permettrait, qui faciliterait la vie de courir les rues et je dirais des groupes en général de taille similaire? Est-ce que c'est un sujet en tout cas Il y a évidemment les problèmes de diffusion, mais qu'on a un peu abordé tout à l'heure dans la réunion, mais ça c'est le problème de toute boîte, c'est le commercial, quoi. Donc ça, bon, mais sinon il y a vraiment quelque chose, ça commence à arriver. C'est sur la situation personnelle des musiciens et sur l'accompagnement. Je parlais de la formation. Moi, il y a 3-4 ans, mon groupe ça a vraiment ralenti. Je suis arrivé dans la région, j'avais pas trop de réseau. Et j'ai notamment été suivi par une caisse qui s'appelle Audience, c'est une caisse de prévoyance en fait, qui a mis en place des entretiens. Parce que nous, on n'a pas d'entretien annuel, quoi, une espèce de coaching, voilà, où j'ai eu la chance de faire 4 heures avec la manageuse de Benabar, qui est une espèce de tueuse, qui m'a refait toute ma carrière, qui m'a dit mais pourquoi t'as fait ça, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, ok. Mais du coup, ça m'a fait vachement de bien, parce que depuis 10 ans, je naviguais un peu tout seul, alors moi, ça va, j'arrive un peu à apprendre de mes expériences, mais quand même, je me suis dit de temps en temps avoir un retour et aussi avoir des idées de tiens, tu devrais faire cette formation, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça. Ouais, donc du coaching. Parce que la solitude, voilà, coaching quand même institutionnel ou privé. Ouais. D'accord. Bon, c'est une nouvelle piste de... Un accompagnement, quoi. Ouais, l'accompagnement. C'est une nouvelle piste de réflexion très intéressante. Merci infiniment. Merci. Voilà, donc ce soir, on aura le plaisir d'entendre Tea Time avec Hélène Boli et Nicolas. Ouais, ça va venir. 3 ou 4 ans. Mais sinon, courirlesrues.com, voilà, si vous voulez me voir en train de faire de la guitare et de chanter, de sauter partout. Super, merci infiniment. Merci à toi. Merci, à bientôt. Donc on va proposer à Elena De Boni et Nicolas, dont je vais bientôt savoir le nom complet, malgré qu'on me l'ait dit déjà 3 fois, mais de venir rejoindre. On va mener cet entretien ensemble. Pardon, oui, c'est pas très pratique. Excusez la logistique. Voilà, donc on est encore sur un autre format, donc peut-être je vais vous laisser vous présenter donc sur la rencontre, l'idée, le concept, comment ça se passe, au niveau d'un binôme, d'un duo vocal et musical.
qui s'est créé donc relativement récemment quand même. C'est ça. En fait, ça a 2 ans et demi à peu près. On s'est rencontrés il y a 3 ans. Donc, effectivement, 10 musiciens sur scène, ça se fait plus, comme tu dis. Donc 2, c'est plus facile. Voilà. Au-delà de ça, en fait, ça s'est fait assez naturellement. Moi, j'ai commencé la musique en faisant de la musique de rue, en fait, tout simplement. Avec ma guitare, j'ai appris ce que je pouvais pour tout de suite me confronter au public et puis voir ce que ça pouvait donner. Après avoir fait LEA à l'université, je me suis dit finalement non, j'ai envie de faire de la musique, donc c'est parti. Donc LEA, langue étrangère appliquée. Exactement, exactement. Parcours de communication quand même déjà. Aussi. On est dans la communication avec les... Exactement. Voilà, donc du coup après ça, après avoir rencontré Nicolas, on a vite décidé de faire un duo. Il est vite venu m'accompagner sur les chansons que j'avais apprises, puisqu'il a un talent de soliste, on va dire. Voilà. Et puis, après ça, on a commencé à faire des prestations au fur et à mesure dans des petits lieux, des restaurants, des bars, etc. Tout en faisant notre pub en jouant dans la rue avec nos petites cartes de visite. Donc voilà, on débute tout simplement. Moi, j'ai fait une formation dans une école de musique par la suite. Voilà, 2 ans pour me professionnaliser. Du coup, parce que je manquais beaucoup de bases et de vocabulaire musical. On peut nommer cette école Oui, le F2M. D'accord. Voilà. Sur Aix Sur Marseille. Sur Marseille. Voilà, c'est ça. Qui est l'équivalent de l'IMFP pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est une école de musique actuelle. Voilà, ensuite si tu veux... C'est vrai que Elena m'a pas mal impressionnée parce que en fait, en gros, elle a pris sa guitare et puis un peu de temps après, elle s'est mise à chanter dans la rue directement, quoi. Et moi, j'avais fait des cours de guitare quand j'étais plus jeune à Bordeaux et tout. J'avais fait quelques scènes avec des petits groupes, mais j'avais jamais vraiment joué dans la rue. C'était quelque chose qui me faisait un peu peur, quoi. Et du coup, elle était partie comme ça, sans formation et tout. Mais bon, on a tout de suite, on a bien connecté. Et du coup, c'est beaucoup plus facile d'aller jouer dans la rue quand on est 2, en fait. Et puis musicalement, ça se passe très bien. Donc, Alors vous êtes sur quel répertoire, quelle couleur musicale? Alors nous, on fait quelque chose qui est plutôt pop, un peu folk, avec des petites touches un peu jazzy. Voilà, on a des styles un peu différents, mais en tout cas, c'est 2 guitares globalement qui soutiennent les choses, donc c'est relativement doux, avec un peu de percussion. Donc vous êtes dans l'interprétation de morceaux déjà connus, écrits, mais également dans la création, c'est ça? Ouais, ça c'est assez récent. Donc qui c'est qui écrit là, qui compose? Pour l'instant c'est moi. D'accord. Voilà, j'écris, je compose des chansons. Et puis Nico, il est plus dans une démarche d'arrangement, on va dire, pour le moment. Mais je sais qu'il y a beaucoup de potentiel de composition. Seulement, il a été pas mal occupé aussi par le master de psycho. Donc chaque chose en son temps, mais pour l'instant, c'est moi qui écris. D'accord. Alors la couleur de l'inspiration, quels thèmes? Des thèmes poétiques, des thèmes sociaux, des thèmes... On va découvrir ça peut-être? C'est ça, vous verrez tout à l'heure. En tout cas, c'est en anglais. Moi, c'est une musique qui me parle un peu plus. Il y a toutes sortes d'influences, mais ça reste quand même de la pop. Voilà, après pour les thèmes, c'est des expériences de vie, je pense comme beaucoup d'auteurs. Il y a des ruptures, évidemment, hein. On ne peut pas passer à côté de ça. Mais il y a d'autres choses aussi, et justement, il y en a une qui parle de la difficulté d'être musicien et de faire face aux personnes qui ne comprennent pas vraiment ce métier et qui vont nous dire en fait pourquoi tu t'acharnes à faire ça, va te trouver un vrai métier ou quelque chose qui t'apporte de quoi vivre en fait. Donc parfois moi-même ça m'amène des doutes et donc ça m'amène de l'inspiration. D'accord. Et alors quelle est la raison qui fait qu'on s'accroche, de pas acharné, mais enfin qu'est-ce qui fait qu'on persiste dans cette... Est-ce que c'est l'idée d'apporter de la beauté au réel, d'enchanter la société? C'est beau ce que vous dites. En fait, quand j'ai commencé la musique de rue,
J'ai vu que ça apportait beaucoup de bonheur aux gens, effectivement. Les gens qui s'arrêtaient, ils me disaient « Ah, vous m'avez rendu ma journée jolie, on va dire. » Et moi-même, j'adorais faire ça et j'adorais partager. Donc je me suis dit, quel beau métier, c'est ça que j'ai envie de faire toute ma vie. Je me vois mal faire autre chose et voilà. Alors on a eu, un peu en aparté, mais on a eu une réunion de travail justement avec des représentants d'entreprises et clairement ce qui a été identifié, y compris avec des startups qu'on a interviewées, c'est qu'effectivement la musique peut apporter a vraiment une place dans l'entreprise au sens avec cette évolution du monde de l'entreprise où pour recruter par exemple, on le voit y compris sur des métiers très techniques, on a besoin de sens et de bien-être en entreprise. Donc on va essayer de travailler en tout cas sur ces vecteurs d'employabilité et puis de placement en tout cas aussi des prestations musicales, de l'offre, du marché. Alors, dans la salle, on en parlera, mais il y a par exemple Gérard Dahan du Petit Duc, qui est une salle qui est physiquement à 300 mètres d'ici, qui est une programmation exemplaire, extraordinaire. En plus, c'est intimiste, il y a 70 places, il y a plusieurs, c'est tout à fait extraordinaire la programmation. Je vous invite vraiment à trouver ça sur le web et encore mieux à venir découvrir cette formation. Il y a beaucoup de possibilités. Je pense qu'on fera intervenir Gérard Dahan à une prochaine occasion. On aime bien toujours terminer un peu ces rencontres avec Laure, à qui j'ai pas donné la parole. D'habitude, on va le faire maintenant peut-être. Pardon ? Après, d'accord, très bien. Et puis ça fait une transition venue pour peut-être proposer à Tea Time. Ah si, quand même, voilà. Tea Time. Eh oui. Pourquoi ? Tea Time, pourquoi ? Alors ça, c'est... Time, T-H-Y-M-E, oui, voilà. En anglais. Ouais, c'est ça. En fait, c'est tout simplement que notre petit truc quand on s'est rencontrés, ça a été souvent de se faire des tisanes de thym quand l'un venait chez l'autre. C'est toujours le cas d'ailleurs. Et c'est toujours le cas, mais pendant longtemps on cherchait un nom pour notre duo et on n'a rien trouvé qui nous plaisait vraiment. Et puis un jour on a eu cette inspiration de en fait le thym, je crois que ça se dit time en anglais, et en fait le tea time c'est marrant parce que c'est le moment du thé et puis on peut faire un jeu de mots et du coup après avoir vérifié que ça s'écrivait bien comme ça, ça nous a plu à tous les deux quoi. Ouais. Voilà tout simplement. Voilà, alors place à Tea Time maintenant. Merci à vous. Je donne un petit peu de tempo. Donc on va vous interpréter 3 morceaux. Il y a une reprise de compos. Donc c'est à vous de trouver quelle est la reprise, quels sont les compos. C'est très dur, vous allez voir. I would be mad if I told you you should stop and play it safe. You should stand up and go find a real job. 'Cause life is not a game, life is not a game. I would be mad, but it happens all the time. To the people around you, people around. Bienvenue à cette nouvelle édition des rencontres du réseau AMP Innovation sur la plateforme Waller. On est très heureux de votre présence. Cette édition est consacrée à... Ça marche. Ça marche, c'est bon. Et ça n'a pas besoin de laisser le... Ah, c'est cool. Bon, super.
Donc, à cette nouvelle édition consacrée à l'employabilité des musiciens et des informaticiens. Alors effectivement, comme je dis, on peut penser qu'ils appartiennent à deux planètes professionnelles différentes. On a vu qu'il y a, et on va voir qu'il n'en est pas vraiment ainsi pour de multiples raisons qui tiennent par exemple à ce qu'en fait il y a une seule et même planète sur laquelle on vit tous. Alors pour aborder tout d'abord la problématique de l'emploi des informaticiens, où la question numéro 1 c'est comment recruter, étant donné qu'il y a nettement plus d'offres d'emploi que de demandes d'emploi qualifiées en tout cas dans ce domaine. Je vous propose d'entendre tout d'abord Florence Petit qui va se présenter, voilà, si tu veux bien venir. Florence Petit est donc